Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h au sommaire ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a foulé hier le sol américain. Il est arrivé à Washington où il va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC, Millennium Challenge Corporation, à la Côte d'Ivoire. La conférence des partis sur le climat COP23 débute demain en Allemagne. La Côte d'Ivoire sera présente à ce rendez-vous. Le ministre Anne-Désiré Oloto revient dans ce journal sur les enjeux de cette participation. Le marché Gouraud existe également à Paris, précisément à la place du Château Rouge. Nous irons à sa découverte. C'est un endroit très prisé par les Africains, notamment les Ivoiriens. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté hier Abidjan pour se rendre à Washington, aux États-Unis. Il va assister à la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC, Millennium Challenge Corporation, à la Côte d'Ivoire. Un don estimé à 315 milliards de francs CFA. Le chef de l'État était accompagné à son départ d'Abidjan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Daniel Cablon-Duncan, le Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Washington. Dans la capitale politique américaine, il était face à la presse pour situer l'enjeu de sa visite. En marge de la signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation, le chef de l'État ivoirien aura une série de rencontres avec les autorités américaines. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulin. Après le bond qualitatif qui la propulse désormais du 142e au 139e rang dans le cadre de Doing Business pour compter de l'année 2018, la Côte d'Ivoire est en passe d'obtenir un autre challenge, celui de son programme compact approuvé par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation. Cet accord de don de 315 milliards de francs CFA comme un autre défi à relever, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, arrivé ce samedi à Washington, aux États-Unis, en vue de sa signature, n'en est pas moins heureux. Les questions relatives à l'économie et aux finances sont maintenant du domaine du Premier ministre. Donc ce sont les premiers ministres Duncan en son temps et Amadou Gon qui viennent souvent ici. Et moi je viens pour la cérémonie de signature du MCC, qui est quelque chose de fantastique pour notre pays. Donc je suis heureux de revenir à Washington, de voir les institutions de Bretton Woods et évidemment les autorités américaines. C'est un bon moment et j'en suis très heureux. Créé en 2004 par le gouvernement des États-Unis, le Millennium Challenge Corporation accorde des subventions et une assistance aux pays en voie de développement quand ceux-ci font généralement de la lutte contre la corruption, du respect des droits de l'homme et de la démocratie leurs chevaux de bataille. Et la Côte d'Ivoire, en cette matière de bonne gouvernance, a été citée comme un exemple. La Côte d'Ivoire participe à la COP23, la conférence des partis sur le climat. La rencontre démarre demain en Allemagne. Avant l'ouverture de ce rendez-vous, le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désiré Oloto, explique les enjeux de la participation du pays. Le reportage est signé Grace Kando. La Côte d'Ivoire est en route pour Bonn en Allemagne. Le pays sera représenté à la 23e conférence des partis dénommée COP23 du 6 au 17 novembre prochain. L'enjeu cette année est de s'accorder sur des mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015. La communauté internationale s'est engagée à formaliser au plus tard à décembre 2018 le manuel de mise en œuvre de cet accord de Paris sur le climat. Il sera donc discuté pendant cette COP23 la problématique du financement dans les différents pays. Ce plan d'action, naturellement, sera posé sur la table des négociations. Il nous faudra renforcer toutes les décisions prises à Marrakech à l'occasion de la COP22. La délégation ivoirienne sera forte de plus de 250 personnes. Elle sera composée, entre autres, de structures étatiques, du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agira pour nous surtout de nous concentrer sur la problématique de la mobilisation des ressources, sous forme de partenariats techniques et financiers, donc avec tous nos partenaires. Nous avons également la problématique du financement de tous nos projets structurants pour un développement résilient et sobre en carbone.
Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons organisé à 2 reprises des rencontres avec toutes les parties prenantes à l'effet d'avoir une démarche cohérente et de nous permettre donc de revenir en Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles pour le pays. Le séjour de la délégation ivoirienne sera aussi mis à profit avec des rencontres B2B. La ministre Anne-Désirée Oloto souhaite l'implication de toutes les parties prenantes au cours de cette COP 23. Avant le début demain de la COP 23, l'opération Grand Ménage se poursuit ici à Abidjan. Elle est menée tous les premiers samedis du mois. Cette décision du gouvernement vise à inculquer les notions d'hygiène et de propreté aux populations. La 9e édition de cette opération a été lancée au quartier Kennedy Kouécha dans la commune d'Abobo. C'était l'occasion pour le ministre Anne-Désirée Oloto d'exhorter les populations à un comportement éco-citoyen. Grâce Kando. Nous, à Kolia, dans le département de Kouto, région de la Bagoué, on dénombre dans cette sous-préfecture 21 groupements féminins spécialisés dans les activités génératrices de revenus. Un tandem pour le développement lie désormais ces femmes au ministre Bruno Nabagné-Koné. Il se traduit pour les femmes par la promotion de la paix à côté de leurs activités et pour le ministre par un appui constant. Vendredi 27 octobre, les alliés ont célébré leur tandem. Une cérémonie marquée par des dons de Bruno Koné pour encourager l'autonomisation des femmes. Valeur globale du don, 4 millions de francs CFA. Léon Brou. Effervescence à Kolia, région de la Bagoué. À l'origine, la célébration du tandem Bruno Koné, groupement féminin. 21 au total, leurs membres entreprennent des activités génératrices de revenus. Commerçantes, agricultrices ou artisanes, ces femmes veulent davantage contribuer au développement de Kolia par la promotion de la paix. Nous les femmes sommes résolument engagées à jouer notre partition dans la merveilleuse symphonie de la paix et de la cohésion sociale, vertu cardinale pour assurer le développement de notre région et la prospérité économique des populations. Les femmes n'auront pas été seules à prouver leur part dans l'essor actuel de Kolia. Face au témoignage des cadres, la réaction du ministre de la Communication. 300 seaux, 300 bassines et 250 complets de pagne pour 4 millions de francs CFA, des kits pour encourager l'autonomisation de la femme. Si vous continuez à travailler comme ça ensemble, à être dans la cohésion, nous allons vous soutenir. Et il se trouvera d'autres personnes pour vous soutenir. Parce que si vous donnez 1000 francs à une femme, sachez que vous avez bien investi. Parce que ces 1000 francs-là, au bout de quelques temps, ça sera 2000 francs. Ça sera 5000 francs. Ça sera 10 000 francs. Ça sera 50 000 francs. Ça sera 100 000 francs. Ça sera 1 million un jour. Le tandem Bruno Koné, femme de Kolia, est l'aboutissement de 3 ans d'action à la cohésion au sein des 21 groupements féminins. En se réjouissant donc de leur engagement, le ministre de la Communication invite les autres fils et filles de la Bagoué à s'inspirer de l'exemple de ses filleuls. Objectif, développement de la région. Plus loin, en Tunisie, vient de se tenir la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le ministre Kwasi Adjoumani a participé à plusieurs forums, dont celui de la femme agricultrice africaine, puis visité le stand ivoirien et de nombreuses infrastructures tunisiennes. Envoyé spécial en Tunisie, Parga Sorokoni. Représentant la Côte d'Ivoire, invité d'honneur à la 13e édition du Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche au Siamap en Tunisie, le ministre des Ressources animales et halieutiques a participé au forum sur la nouvelle loi de l'investissement, un mécanisme pour promouvoir et améliorer le climat d'investissement dans le secteur agricole. À ses côtés, le ministre tunisien de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Kobina Kwasi Adjoumani, a au cours de ce forum invité acteurs, hommes d'affaires, professionnels du monde agricole et opérateurs économiques de la Tunisie à la 4e édition du SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales, qui se tiendra du 17 au 26 novembre prochain en Côte d'Ivoire. Il a aussi exhorté les investisseurs à s'intéresser à la Côte d'Ivoire, un pays d'ouverture. Même discours à la 2e édition du Forum africain sur la femme agricultrice, autour du thème « Femmes agricultrices africaines,
actrices autonomes de l'économie. Nous avons salué le forum sur la femme agricultrice qui permet donc aux femmes de se retrouver et de réfléchir sur comment aider au développement de l'agriculture. Forum qui a vu la participation de nombreuses institutions internationales, mais également des femmes venues des 4 coins du monde, dont celle de la Côte d'Ivoire. Après quoi, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a visité les différents stands de la Côte d'Ivoire, occasion pour lui d'encourager et féliciter les exposants ivoiriens. Plusieurs autres visites vont également marquer cette deuxième journée du SIAMAP 2017. Accompagné de ses plus proches collaborateurs et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, Kobena Kwasi Adjoumani va visiter successivement l'Institut tunisien des sciences et technologies de la mer, le musée national et le centre de la Goulette, avec à l'intérieur un grand laboratoire et les unités des techniques de pêche et des ressources vivantes marines. La 3e édition du Salon de l'originalité dénommé Salon Orijiji a refermé ses portes le 27 octobre dernier. Armand Desamours-Engourand, le responsable de la communication de ce salon, était sur le plateau du journal télévisé de 13h pour en parler. On écoute un extrait de son entretien avec Hamza Diaby. Dans l'argot ivoirien que l'on appelle le nouchi, oui. Lorsqu'on parle de Orijiji, on parle de ce qui est original. Lorsqu'on vous dit par exemple au black market que votre produit est Orijiji, cela relève donc de l'authenticité, de la maison mère si on peut le dire ainsi. Donc nous avons décidé de prendre comme dénomination de ce salon Orijiji pour permettre aux Ivoiriens de comprendre que c'est une question qui relève de l'intérêt national, mais surtout est une question qui est à la portée de tous et que nous devons tous nous mettre ensemble pour aller contre ce fléau qui est un danger pour nous. Orijiji est créé pour participer à la sensibilisation, à la lutte contre le phénomène de la contrefaçon, du piratage et de la fraude. Deuxième objectif, il s'agit pour nous de promouvoir l'authenticité et l'originalité des produits, marques et services made in Côte d'Ivoire. Et puis, dans un premier temps, nous voulons faire la promotion de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire à travers, bien sûr, l'exhortation des créateurs, des entrepreneurs et surtout des opérateurs économiques pour qu'ils puissent protéger leurs produits, marques et services. Voici donc les 3 grands objectifs de Salon. Le saviez-vous, il existe bel et bien un marché gourou à Paris, à la place du Château Rouge. Nous vous invitons à faire une incursion dans ce marché qui donne l'impression de se retrouver à Djamé ou à Yopougon. Les Ivoiriens et Africains s'y approvisionnent en denrées alimentaires de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes à Paris et que vous voulez consommer de l'atiéké ou du placali, ne vous inquiétez pas, vous en trouverez à Château Rouge. Visite guidée du marché gourou de Paris avec Victorine Yaoyoboui. Paris, place du Château Rouge, un samedi après-midi. Il fait beau temps, la température est estivale. Le pas pressé des hommes et des femmes sortis de la bouche du métro viennent faire leurs courses. Madeleine Kwame, ivoirienne vivante à Paris, sort les bras chargés d'un magasin au nom très évocateur, le marché gourou d'Abidjan. Je suis venue faire des achats par rapport à la nourriture africaine. Je suis partie à Abidjan tout dernièrement et il y a des choses, il n'y en a pas sur le marché d'Abidjan, mais on trouve tout ici. Et des fois même je me demande comment les femmes s'arrangent et puis ils amènent tout ici et puis des fois on ne trouve pas sur le marché de chez nous. Pas de doute, on trouve un peu de tout au marché gourou d'Abidjan. Du poisson fumé, du gombo, du manioc ou encore de la djovan, le bouillon par excellence des femmes ivoiriennes. Ces denrées alimentaires ont fait le voyage de la Côte d'Ivoire à Paris, destiné à l'approvisionnement des Ivoiriens en France. Pas loin de là, un autre magasin tenu par une Ivoirienne, promotrice des produits agricoles made in Côte d'Ivoire. Je vends le sous-marin, je vends aussi la potasse, j'ai surtout le produit de base, l'atiéké. Voilà. L'atiéké de Côte d'Ivoire, il faut faire très attention. L'atiéké qui vient de Côte d'Ivoire, c'est le véritable. J'ai de l'huile qui vient de Mans, qui vient de Banguni, l'huile de palme de Banguni. Odile est aussi importatrice depuis 1984. Elle explique comment elle s'approvisionne depuis la Côte d'Ivoire pour satisfaire sa clientèle en France. Nous importons des produits par bateau, par avion. On a plein de fournisseurs en Côte d'Ivoire. Donc,
Ce que nous pourrons souhaiter pour l'approvisionnement, c'est d'avoir je sais pas, une centrale d'achat en Côte d'Ivoire où on peut retrouver tous les produits très facilement, parce que les produits sont un peu dispersés dans toutes les régions. Il faut courir pour aller à Daloa, il faut courir pour aller à Diglo. L'absence de centrale d'achat ou de marché de gros bien encadré n'est pas propre aux Ivoiriens. Conséquence, des charges plus importantes pour les grossistes, de sorte que le prix au détail s'en ressent. Moi, je suis de la région Haute-Guinée. On a une poisson de chez nous, on appelle Konkwe. Ça vient de chez moi directement, en Guinée-Conakry. Par exemple, huile rouge de chez moi, j'arrive à trouver ici. Les produits, ils sont là, mais ils sont un peu plus chers. Tu vois? Ceux qui, quand même, ont envie de manger les plats du pays, ils vont faire tout pour voilà, le sacrifice. Silas Bayeban, spécialiste des questions agricoles en Afrique, pense que les denrées alimentaires du continent peuvent être mieux valorisées. Vous voyez par exemple le poisson qui vient du Sénégal, du Congo, ils sont bien conservés et les gens ne s'en plaignent pas. Alors la difficulté majeure dans la vente de ces produits réside dans le fait que la filière n'est pas organisée. Si les différents États arrivaient à organiser les filières, de façon à ce qu'il y ait un réseau de distribution bien approprié, je pense que ça pouvait résoudre pas mal de problèmes. Si on peut se féliciter de la présence honorable de nos denrées alimentaires en France, on peut toutefois regretter l'inexistence d'un réseau professionnel de distribution. La mise en place d'un tel réseau de distribution va contribuer à la labellisation de nos produits et certainement au positionnement de la Côte d'Ivoire en matière d'exportation des denrées alimentaires. Ici, en terre ivoirienne, la route Odiéné-Gbéléban sera livrée en mars 2018. L'annonce a été faite par la société chinoise en charge des travaux lors d'une visite de chantier des autorités locales. Cet axe est long de 71,5 km. Le bitumage a démarré en février 2016 et devrait durer 24 mois. Mais les difficultés entre ouvriers et patrons chinois ont occasionné des arrêts dans l'exécution des tâches. Aujourd'hui, les travaux ont repris et s'accélèrent. La société chinoise annonce avoir pris des mesures pour tenir dans le délai. Moussa Konaté. La route Odiéné-Gbéléban sera livrée en mars 2018. C'est l'assurance donnée aux autorités locales par la société chinoise en charge des travaux. Long de 71,5 km, le bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban a démarré en février 2016 pour une durée de 24 mois. Mais les travaux ont connu des arrêts suite à des problèmes entre ouvriers et patrons chinois. Depuis quelques semaines, les travaux ont repris et s'accélèrent. Les équipes sont à pied d'œuvre. Les ouvrages de passage d'eau, les ponts sont en phase d'exécution. Le constat est fait par le sous-préfet d'Odiéné, Serge Rodrigue Zagou. Après une visite du chantier, l'autorité préfectorale se dit satisfaite des progrès réalisés. La société chinoise annonce avoir pris des dispositions pour tenir dans les délais. L'effectif des travailleurs a été renforcé et les outils de travail améliorés. 2 groupes sont à la tâche, l'une postée à Odiéné et l'autre à Gbéléban. D'Odiéné à Séidougou, long de 50 km, le terrassement est fini. Les travailleurs positionnés à Gbéléban progressent également vers Séidougou. À ce jour, 3/4 des travaux sont effectués selon la société chinoise et la pose du bitume est prévue pour janvier 2018. Le bitumage de l'axe Odiéné-Gbéléban est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. La réalisation de cette voie est très attendue par les populations de la région du Kabadougou. L'opération Grand Ménage se poursuit ici à Abidjan. L'opération Grand Ménage se poursuit ici à Abidjan. Elle est menée tous les premiers samedis du mois. Cette décision du gouvernement vise à inculquer les notions d'hygiène et de propreté aux populations. La 9e édition de cette opération a été lancée au quartier Kennedy Koulecha dans la commune d'Abobo. C'était l'occasion pour le ministre Anne-Désiré Ouloto d'exhorter les populations à un comportement éco-citoyen. Grâce Kandou. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour cette 9e édition, c'est le quartier Kennedy Koulecha dans la commune d'Abobo qui a accueilli la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ici encore, le message est le même. Anne-Désiré Ouloto et toute son équipe sensibilisent les populations sur les bienfaits de la propreté. L'objectif, c'est de faire en sorte que le grand ménage soit un instrument
pour aider à l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous avons besoin que les populations elles-mêmes s'engagent et s'approprient cette vision du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre. Les infrastructures sont en train d'être réalisées. Nous aurons un nouveau centre de valorisation et d'enfouissement des déchets. Aquedo sera réhabilité. Donc tout est en train d'être mis en place pour avoir une politique moderne de gestion des déchets. Rendre son cadre de vie propre et attrayant, une action que compte bien mener chefs coutumiers, organisations de la société civile, ONG, autorités communales et partis politiques. Tout Ivoirien a besoin de vivre dans un environnement sain et l'opération Grand Ménage contribue à améliorer cet environnement. Et donc, lorsqu'il s'agit de cette question-là, je soutiens cette opération. Nous allons créer d'autres comités et veiller au bon fonctionnement des comités dans la commune pour pouvoir prendre le relais tous les jours pour accompagner cette grande opération Grand Ménage. Nous allons travailler de façon régulière et aussi mener des actions pour pouvoir pérenniser ce que nous avons entrepris et aussi améliorer le cadre de vie. Comme à l'accoutumée, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, veiller au suivi de l'opération Grand Ménage dans la commune d'Abobo. Pour rappel, l'action vise à donner fière allure aux villes et communes ivoiriennes. À l'étranger, au Libéria, la Cour suprême se réunit demain pour trancher sur le report ou non de la tenue du second tour de la présidentielle du 7 novembre prochain. Les Libériens s'interrogent sur l'issue du scrutin. Gabriel Zani. Toutes les activités de campagne pour le second tour sont suspendues. Et avec elles, la ville de Monrovia. Voilà 4 jours que les Libériens sont dans l'attente de la décision de la Cour suprême. Des jours d'attente qui se ressentent dans l'activité économique de la plus vieille capitale d'Afrique, commerce au ralenti, baisse de revenus. Je fais les échanges, les transferts d'argent, mais maintenant tout est au ralenti. Il n'y a personne pour faire les affaires. Si la Cour suprême juge en faveur de Bronski, toutes les activités vont s'arrêter. Je gagne $2000 libériens par jour. Aujourd'hui, ça ne peut pas être pareil. Parce qu'avec les élections, tout le monde a peur. Arrêter les activités de campagne pour les élections, ce n'est pas bon pour moi. C'est le lundi prochain que la Cour suprême doit se prononcer pour ou contre ce qu'il convient d'appeler ici à Monrovia l'affaire Charles Premsky. Pour les Libériens, l'essentiel est ailleurs. Cependant, plus les jours passent, plus les Libériens retiennent leur souffle. Les Libériens ont besoin de la paix et nous allons accepter la décision de la Cour suprême parce que nous avons souffert dans le passé. Et s'il y a un problème, le gouvernement doit le régler parce que nous voulons vivre en paix. Annuler le premier tour équivaut à reprendre toutes les élections présidentielles et législatives. Mais le pays a-t-il vraiment les moyens de faire face à cette éventualité? Là réside toute la question. Je pense que c'est un processus démocratique qui a été engagé parce que chacun cherche la paix. La Cour suprême va donner sa décision le lundi et nous espérons que cela soit en faveur des Libériens. Avec l'économie du Libéria, je pense que ce n'est pas nécessaire de reprendre les élections. Au nom de la paix et de la stabilité, quelle que soit la décision de la Cour suprême, les Libériens doivent l'accepter et s'y conformer. Même si Charles Premsky n'obtient pas gain de cause, le second tour ne pourra pas se tenir le 7 novembre comme prévu. En effet, la commission électorale aura besoin de rattraper le temps perdu pour mieux organiser le scrutin qui devrait opposer l'ancien footballeur Georges Weah à l'actuel vice-président Joseph Boakai. Faisons à présent le tour de l'actualité internationale de la semaine. Herman Guivet nous propose ce 7 sur 7. Au moins 5 personnes ont été tuées lundi dernier dans un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria, épicentre des violences du groupe djihadiste Boko Haram. L'explosion a eu lieu à l'aube dans une mosquée à 15 km au nord de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Près d'1 million de personnes se sont réfugiées à Maïdougouri et 2,6 millions de personnes ont dû quitter leur foyer dans la région du lac Tchad.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est entretenu mardi dernier à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Ils ont échangé sur la mise en œuvre de la nouvelle force anti-djihadiste formée par les soldats de 5 pays de la région du Sahel, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, et soutenue par la France et les États-Unis. La ville de Sévaré, dans le centre du Mali, a été choisie pour accueillir le centre de commandement général opérationnel depuis peu. La force vise à combler les lacunes des dispositifs militaires nationaux et multinationaux dans la région du Sahel, au sud du Sahara, devenu ces dernières années un important foyer pour les groupes extrémistes. Aux États-Unis, le chauffeur d'une camionnette a fauché une vingtaine de cyclistes et passants mardi dernier à Manhattan, faisant 8 morts et au moins 11 blessés le jour d'Halloween. La photo du suspect, identifié par les médias américains comme Saifullah Saipov, a été publiée mercredi dernier. Le président américain Donald Trump a tout de suite pointé du doigt l'organisation État islamique. Au moins 4 civils, dont une enfant, ont été tués jeudi en Syrie dans des frappes aériennes du régime sur une ville de la Ghouta orientale à l'est de Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Région tenue par les rebelles, la Ghouta orientale est une des 4 zones de désescalade instaurées par les parrains internationaux des belligérants dans plusieurs régions de Syrie pour assurer le respect d'une trêve dans les combats. Ces derniers jours, cependant, le secteur a connu une recrudescence de bombardements du régime. Des avions du régime ont tiré des roquettes sur plusieurs secteurs de Douma dans la Ghouta orientale. À Barcelone, les habitants ont manifesté pour la libération de députés catalans, alors que la justice espagnole les a incarcérés à moins de 2 mois d'élection et qu'un mandat d'arrêt européen devrait être émis vendredi à l'encontre du président déchu du gouvernement catalan, Carles Puigdemont. Plus tôt dans la soirée, dans un court message diffusé par la télévision régionale catalane, le président catalan destitué par Madrid a exigé la libération de ses collègues incarcérés, affirmant que la décision de la justice n'était plus une affaire interne espagnole et que la communauté internationale devait se rendre compte du danger qu'elle constituait. Les Libériens sont dans l'attente de la décision de la Cour suprême qui devrait se prononcer lundi sur la reprise de l'organisation du scrutin présidentiel ou le maintien de sa suspension suite au recours déposé par Charles Brumskine, un candidat de l'opposition. Selon lui, le premier tour a été entaché d'irrégularités et de fraude. Le deuxième tour, initialement prévu le 7 novembre, doit voir s'affronter l'ancien footballeur George Weah et l'actuel vice-président Joseph Boakai. Personne, aucun dictateur, aucun régime et aucune nation ne devrait jamais sous-estimer la détermination de l'Amérique, a lancé Donald Trump devant des soldats américains sur la base militaire américaine de Yokota, à l'ouest de Tokyo, au premier jour d'une longue tournée asiatique qui le mènera dans 5 pays. Le Japon est un partenaire précieux et un allié crucial des États-Unis, a déclaré Donald Trump dès son arrivée sur la base de Yokota. Le Premier ministre Shinzo Abe a lui salué la visite historique du président américain au Japon et exprimé son vœu de renforcer l'alliance entre le Japon et les États-Unis, tout en mettant un accent particulier sur la question nord-coréenne, peu après l'arrivée du chef de l'État américain. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.